Donc, après le chapitre 1, nous avons vu bien sûr la fonction de consommation, les déterminants. Et après, bien sûr, le chapitre 2, nous avons vu les déterminants de la fonction de vieillissement. Maintenant, nous allons traiter la question de l'équilibre macroéconomique chez Keynes. Donc, bien sûr, nous aborderons la question fondamentale de l'équilibre macroéconomique qui implique que l'offre globale est égale à la demande globale, c'est-à-dire Y est égal à la consommation plus l'investissement, plus les dépenses publiques, plus les exportations nettes des importations. L'équilibre global dépend de plusieurs facteurs ou est influencé par plusieurs facteurs, parmi lesquels le comportement des agents économiques, le degré d'ouverture de l'économie nationale sur le reste du monde, le poids de présence de l'État à travers les dépenses publiques et les impôts, la nature même des fonctions de différentes composantes de la demande globale, la consommation, l'investissement, les dépenses publiques, exportation, importation, est-ce qu'il s'agit de fonctions exogènes, endogènes, dépendantes, partiellement dépendantes, etc. Bien sûr, dans ce chapitre-là, nous allons voir trois grands points. Donc les fonctions des composantes de la demande globale, la détermination du revenu d'équilibre, la différence entre le revenu d'équilibre et le revenu d'équilibre de plein emploi, bien sûr, et également le principe du multiplicateur. Commençons donc par le premier point concernant les fonctions des composantes de la demande globale. Bien sûr, nous avons vu déjà au chapitre 1 que la fonction de consommation keynésienne correspond plus à une fonction de type affine ou linéaire avec ordonnée à l'origine. Donc la fonction de consommation keynésienne est égale à petit c fois YT plus CO, la consommation exogène. Également, c'est pareil pour la fonction d'investissement, donc de type affine également. C'est également la même chose pour la fonction des transferts, pour la fonction des impôts, donc l'imposition. C'est pareil également pour la fonction des dépenses publiques et pour également la fonction des importations. Une exception, ça concerne les exportations, parce que l'exportation, ça touche, il est en relation, les exportations sont en relation avec la demande du reste du monde. C'est pour ça que nous avons opté pour une fonction, bien sûr, exogène. D'abord, il n'y a qu'une variable exogène, x est égal à x0, ou x0. La fonction de consommation. Donc, la consommation est en relation directe, mais non proportionnelle avec le niveau du revenu disponible. Il y a deux composantes, une composante induite et une composante autonome, avec le petit c, c'est-à-dire la proportion marginale consommée, comprise, donc la proportion est comprise entre 0 et 1. La deuxième fonction, non, bien sûr, il y a une précision concernant la fonction de consommation, ça a rapport avec le revenu disponible, parce que pour toutes les autres fonctions, c'est-à-dire qu'il y a un rapport où on cherche à voir le rapport entre la variable explicative, à savoir le revenu national, et la variable expliquée, à savoir l'une des composantes, les différentes composantes de la demande globale, à l'exception de la consommation, où il y a, c'est-à-dire où sur l'équation d'équilibre figure le revenu disponible. D'accord? Donc il fallait bien sûr le remplacer par la variable explicative, à savoir le revenu primaire. Donc le revenu disponible est égal, donc c'est ce qu'on peut réellement utiliser, qui est différent du revenu primaire. Donc le revenu primaire, moins les impôts plus les cotisations, moins les impôts et les cotisations plus les prestations sociales, d'accord, donc ça donne le revenu disponible. Bien sûr, le revenu primaire, il y a trois types. Il y a le revenu de travail, donc le salaire, le revenu du patrimoine
donc la propriété, ce qu'on appelle aussi revenu du capital, et le revenu mixte, c'est-à-dire le revenu de travailleur indépendant, d'accord, ou d'entreprise individuelle qui rémunère à la fois, donc un revenu qui rémunère à la fois le travail et le patrimoine. Le revenu primaire, bien sûr, c'est un revenu que l'on touche en raison de sa participation à la production, soit en tant que travailleur, soit en tant que, en fournissant les facteurs de production. Donc, je répète, le revenu disponible est égal au revenu primaire moins T, c'est-à-dire les impôts cotisations, plus R, c'est-à-dire les prestations sociales. La fonction d'investissement. Donc, la fonction d'investissement, l'investissement, bien sûr, il y a également deux composantes, une composante induite et une composante autonome. La composante autonome, donc dépendant de variables exogènes au modèle, telles que le taux d'intérêt, l'état de confiance des entrepreneurs. Par contre, pour la partie induite, elle dépend du revenu national, c'est-à-dire Y. Le petit g, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, il est compris entre 0 et 1, c'est ce qu'on appelle la proportion marginale à investir. C'est une constante. Troisième fonction, c'est la fonction d'imposition. Également, il y a une partie autonome et une partie induite. Donc, la partie autonome, ce sont les impôts décidés par l'État. Par contre, la partie induite, ça veut dire que l'impôt, le rendement de l'impôt est lié au revenu national Y. Également, le petit t, c'est le taux marginal d'imposition, également supposé constant et compris entre 0 et 1. La fonction de transfert. Une partie, bien sûr, des transferts est en relation linéaire avec le revenu national Y, donc c'est la partie induite. La deuxième composante, c'est la composante autonome. Donc tout ce qui est transferts sociaux, les allocations familiales, les pensions de retraite, etc. Également, le petit r, donc ça représente le taux marginal de transfert, supposé également constant, y compris entre 0 et 1. Bien sûr, avec un petit rappel, c'est que la consommation, d'accord, dans la fonction de consommation, la consommation est égale au revenu, bien sûr, est égale à petit c fois le revenu disponible plus la consommation autonome, mais avec une précision, bien sûr, c'est que le revenu disponible est égal au revenu primaire moins les impôts T plus les transferts, ça veut dire le petit r. La fonction des dépenses publiques. Donc, une partie des dépenses publiques est en relation linéaire avec Y, donc c'est la partie qui est liée directement au revenu national, et la partie autonome qui est décidée par l'État. Le petit g, le coefficient marginal de dépenses publiques, également supposé constant, y compris entre 0 et 1. La fonction d'importation, donc ça a rapport avec les relations avec le reste du monde, les relations économiques extérieures. Donc la fonction d'importation, le niveau des importations est partiellement, bien sûr, induit par le niveau du revenu national, et la partie exogène, c'est le montant autonome, mais il est indépendant du niveau du revenu national parce que ça rapporte, bien sûr, avec le reste du monde, bien sûr. Petit m, c'est la proportion marginale à 1 portée constante et comprise entre 0 et 1. La fonction des exportations. Donc, il n'y a que la partie exogène, d'accord, parce que l'exportation est liée directement à la demande du reste, c'est-à-dire qui émane du reste du monde. Donc, il n'y a que le montant exogène des exportations, car dépendant de la conjoncture économique mondiale, du niveau du revenu dans les autres pays. Deuxième grand point, c'est que nous allons voir le revenu d'équilibre. Le revenu d'équilibre, ça veut dire que on va chercher à déterminer le revenu qui correspond à l'équilibre entre l'offre globale et la demande globale. Donc, bien sûr, globalement, la condition de l'équilibre, c'est que l'offre globale est égale à la demande globale. OG est égal à Y est égal à TG. Y, bien sûr, il désigne à la fois le produit national, ça veut dire l'offre globale et le revenu national. Dans le modèle de l'équilibre macroéconomique keynésien, le problème essentiel, bien sûr, est celui de la détermination du revenu national d'équilibre, noté YE. Illustration graphique.
Donc, si on suppose que R1, le revenu national, et donc la demande globale atteint 400, donc dans le cas d'une droite ou d'un diagramme à 45 degrés, il y a équilibre au niveau de E sur le marché des biens et services. Si les dépenses qui correspondent à ce revenu national, c'est-à-dire à 400, s'établissent au niveau de 400. Si la demande se fixe à un niveau qui est différent, soit inférieur à 400, ça veut dire par exemple 200, soit supérieur à 400, par exemple 600, le revenu national n'a pas atteint son niveau d'équilibre. La condition d'équilibre, mais bien sûr, il y a une double approche, d'accord? Donc, il y a l'approche en termes de revenus dépenses, il y a également l'approche en termes injection et fuite. Donc, la première formulation, c'est en termes de revenus dépenses. Donc, bien sûr, au niveau de l'équilibre global, il y a les principales composantes de la demande globale, la consommation des ménages, les investissements d'entreprise, les dépenses de l'État public, les exportations nettes, les importations. Bien sûr, ce schéma-là peut conduire à un modèle dit quadrille sectoriel, ça veut dire avec presque tous les agents qui composent bien sûr l'économie nationale. La structure du modèle, d'accord, donc nous allons supposer ici qu'il s'agit d'une économie, on peut dire fictive, parce qu'on va supposer que les différentes composantes I, G, T, R, X, 1, c'est-à-dire les investissements, les dépenses publiques, les transferts, les impôts, les exportations, les importations, sont déterminés de manière exogène. Donc, ça veut dire que I est égal à IO, G est égal à GO, et ainsi de suite. Donc, il n'y a que la partie qui est exogène. Sauf pour la consommation où il y a les deux composantes. La partie induite et la partie, bien sûr, la partie qui dépend du revenu et la partie qui est exogène. Donc, on peut, Y, c'est-à-dire l'offre globale, le revenu national, il prend la forme suivante. Donc, Y, vous avez tout ça devant vous, est égal à petit c, la proportion marginale à consommer, multiplié par le revenu disponible, plus la consommation autonome, plus l'investissement autonome, plus les dépenses publiques autonomes, plus l'exportation autonome, moins importation autonome. C'est ce qu'on appelle bien sûr l'équation d'équilibre sur le marché des biens et services. Bien sûr, équilibre entre l'offre globale et la demande globale. Donc, je répète, donc toutes les composantes sont supposées exogènes, sauf pour la consommation, où il y a la partie exogène et la partie qui est induite. Donc, on peut exprimer, donc on va introduire, donc on va remplacer le revenu disponible par le revenu primaire, Y, le revenu national. Donc, Y est égal, nous l'avons déjà vu, YT est égal au revenu primaire moins les impôts plus les transferts. Donc, l'équation d'équilibre, d'accord, il s'écrit alors de la façon suivante. Y est égal à 1 plus 1 moins petit c, d'accord, Y est égal, donc Y multiplié par 1 moins petit c est égal à la consommation autonome moins petit c fois les impôts autonomes plus petit c multiplié par les transferts autonomes plus les investissements autonomes plus les dépenses publiques autonomes plus l'exportation autonome moins les importations autonomes. En divisant les deux membres de l'équation, donc la partie gauche et la partie droite, par 1 moins petit c, on obtient quoi? Le revenu d'équilibre ou l'équation d'équilibre suivante. Vous l'avez devant vous, d'accord? Donc l'équilibre dépend du niveau de la dépense autonome, donc d'accord, et du coefficient multiplicateur K, C, 1 sur 1 moins petit c, appelé multiplicateur de la dépense autonome. La seconde formulation, c'est en termes d'injection et de fuite. D'accord? Donc, selon l'optique production, d'accord, nous avons l'équation d'équilibre suivante, nous l'avons déjà vu, Y est égal à la consommation, plus l'investissement, plus les dépenses publiques, plus les exportations. Donc, c'est cela selon l'optique production. Mais avec l'optique revenu, nous allons voir l'utilisation du revenu national. Donc, il est utilisé une partie pour la consommation, une partie pour l'épargne, une partie pour les impôts et une partie pour les importations. Donc, puisque nous avons, dans les deux cas, c'est toujours par rapport à Y,
Donc la condition d'équilibre, c'est que C plus I plus G plus X est égal à Y, qui est égal à C plus les parts plus T plus les importations. Donc tout ce qui est à gauche, ce sont des injections, tout ce qui est à droite, ce sont des fuites. Donc le revenu d'équilibre, il correspond à l'égalité, d'accord, entre les injections et les fuites. Donc on peut représenter le revenu d'équilibre, notez bien sûr YE, par un diagramme à 45 degrés. Donc il s'agit d'un diagramme où figure en abscisse le revenu national et en ordonnée la demande globale. La bisectrice OI, la première bisectrice, est constituée, donc on le voit clairement, de l'ensemble des points sur lesquels s'égalise la valeur de l'abscisse, c'est-à-dire le revenu national, et la valeur de l'ordonnée, ça veut dire la demande globale. Troisième grande question concernant ce troisième chapitre, c'est la question suivante. Est-ce que le revenu d'équilibre, est-ce qu'il est un revenu de plein emploi? D'accord? Ou est-ce que le revenu d'équilibre, c'est le revenu de plein emploi? Donc, bien sûr, la correspondance entre le revenu de plein emploi et le revenu d'équilibre n'est pas automatique. Donc, il s'agit d'une position idéale. D'accord? Si jamais le revenu du plein emploi est égal au revenu, le revenu d'équilibre de plein emploi et le revenu d'équilibre, s'il s'égalise, ça veut dire qu'il s'agit d'une position idéale et non le résultat d'un mécanisme qui est automatique. D'après Keynes, le revenu d'équilibre peut coexister avec le chômage, c'est-à-dire avec une situation où il n'y a pas de plein emploi. D'accord? Donc il peut y avoir ce qu'on appelle l'équilibre, ce que Keynes appelle l'équilibre de sous-emploi. Ça veut dire que l'équilibre, le revenu d'équilibre E est inférieur à la situation de plein emploi. Donc il y a chômage malgré l'équilibre. Donc on peut illustrer la différence entre les deux à travers, à travers les graphiques. Au niveau bien sûr du revenu d'équilibre de plein emploi, l'écart entre l'offre globale et la demande globale se nomme l'écart déflationniste. Dans le cas contraire, il se nomme l'écart inflationniste. Cet écart-là est mesuré par la distance qui sépare la dépense globale projetée de la demande, qui sépare la demande globale projetée de la demande globale qui serait nécessaire pour qu'il y ait revenu d'équilibre de plein emploi. Donc il représente la quantité dont il faudrait accroître ou augmenter la demande globale afin que le niveau du revenu de plein d'équilibre se confonde avec l'équilibre, le revenu de plein emploi. C'est pour ça, c'est pourquoi, et c'est pour cela bien sûr, une injection supplémentaire additionnelle sous forme de dépenses d'investissement, de dépenses publiques, de dépenses d'exportation joue un rôle stratégique, un rôle stimulateur de la demande globale. C'est bien sûr, et dans le cas contraire, d'accord, il faudrait réduire les investissements, réduire la demande globale, ça veut dire réduire l'investissement, réduire les dépenses publiques, réduire l'exportation, parce que dans ce cas contraire, il s'agit non plus de l'écart déflationniste, mais il s'agit d'un écart inflationniste. Le quatrième point, bien sûr, c'est le multiplicateur. Donc, le multiplicateur, donc il s'agit d'une variation d'une grandeur économique, l'investissement, les dépenses publiques, etc., produit au cours d'une période, qui produit au cours d'une période une variation amplifiée d'une autre grandeur, par exemple le revenu national. Donc, le multiplicateur est l'un des instruments permettant de comprendre comment s'opère la détermination du revenu d'équilibre. Selon Keynes, lorsqu'un accroissement de l'investissement global se produit, le revenu augmente d'un montant égal à 4 fois l'accroissement de l'investissement. On appelle le multiplicateur qui mesure donc l'impact final sur l'activité économique, sur le PIB, sur le revenu national, de la modification initiale de l'investissement delta I. Et s'écrit donc delta Y est égal à 1 sur 1 moins petit c multiplié par la variation de l'investissement. Nous allons donc expliquer ces multiplicateurs, donc voir les différents multiplicateurs, mais à travers plusieurs situations. Donc nous allons voir le cas d'abord d'un modèle bisectoriel, d'accord, où il n'y a que la consommation et l'investissement.
Donc on va supposer qu'au niveau de la consommation, il y a les deux composantes. Par contre, au niveau de l'investissement, il n'y a qu'une seule composante. D'accord? L'équilibre s'écrit alors, d'accord, l'équilibre, donc le revenu, il n'y a plus de composantes, d'accord, il n'y a que deux éléments, la consommation plus l'investissement. Donc nous allons remplacer la consommation par la fonction de consommation, nous allons remplacer l'investissement par la fonction d'investissement qui n'est, dans ce cas-là, il n'y a que la partie qui est exogène. Donc on obtient quoi? On obtient le revenu d'équilibre, d'accord, avec qui est égal au multiplicateur multiplié par la partie autonome de la consommation plus la partie autonome de l'investissement. Cette formule signifie que, étant donné que la consommation autonome et l'investissement autonome et le petit c, il existe un et un seul niveau du revenu national, YE, pour lequel la demande globale est parfaitement ajustée à la demande globale. Donc, en passant à la notion de variation, donc on peut écrire la variation de Y, d'accord, est égale au multiplicateur multiplié par la variation de la consommation autonome plus la variation de l'investissement autonome. Donc, la variation totale du revenu national est égale à un multiple de la variation exogène de la demande globale. Ce mécanisme s'appelle l'effet multiplicateur. Le cas d'un modèle quadrille sectoriel, c'est-à-dire où il y a toutes les composantes de la demande globale, la consommation, l'investissement, les dépenses publiques, les exportations et les importations. Bien sûr, on suppose donc l'économie avec 4 agents en situation d'équilibre décrite par le modèle suivant, vous l'avez devant vous. En passant à la notion de variation, on peut écrire que la variation du revenu national est égale à un multiplicateur, bien sûr, qui multiplie des variations de toutes les parties autonomes de la demande globale. Donc la variation totale du revenu national est égale à un multiple de la variation exogène de la consommation autonome, les transferts, les impôts, les transferts, les investissements, les dépenses publiques, les exportations et les importations, c'est-à-dire la variation exogène de l'ensemble des composantes de la demande globale. Ce mécanisme également s'appelle l'effet multiplicateur. Le résultat final est donné par l'égalité suivante. Donc delta Y, c'est-à-dire la variation du revenu national, donc elle est égale au multiplicateur plus la variation de toutes les composantes de la demande globale, c'est-à-dire la consommation, les transferts, bien sûr, parce qu'ici on parle non plus de revenus disponibles, mais du revenu primaire. D'accord? Donc il y a les transferts autonomes, les impôts autonomes, les investissements autonomes, les dépenses publiques autonomes, les exportations autonomes et les importations autonomes. Le multiplicateur, nous allons voir bien sûr les différents types de multiplicateurs. Donc, à chaque composante, d'accord, correspond à un multiplicateur. Le premier, c'est le multiplicateur d'investissement. Donc, dans ce cas-là, on va procéder de la même manière. Donc, lorsqu'il s'agit du multiplicateur d'investissement, donc il va y avoir donc, la variation du revenu, d'accord, l'effet de la variation de l'investissement sur la variation du revenu. On suppose que les autres composantes autonomes de la demande globale ne varient pas. D'accord? Donc la seule variation, ça touche uniquement l'investissement autonome. Donc c'est pour ça qu'il y a une relation directe au niveau du multiplicateur d'investissement entre la variation du revenu national et la variation de l'investissement. Et on obtient le multiplicateur d'investissement qui est égal à 1 sur 1 moins petit c. Bien sûr, la valeur du multiplicateur d'investissement est supérieure à 1. Avec une précision, le petit c, il correspond à la proportion marginale à consommer. Donc 1 moins petit c est égal à la proportion... non, le petit c, il correspond à la proportion moyenne à consommer. Donc 1 moins petit c est égal à la proportion marginale à consommer. Donc ici, on peut parler d'un paradoxe de l'épargne. La valeur du multiplicateur sera d'autant plus élevée que la proportion marginale à consommer sera forte. D'accord? Que la proportion marginale à consommer sera
forte, ou la proportion marginale épargnée sera faible. Donc ça s'appelle bien sûr paradoxe du multiplicateur de l'épargne. Deuxième multiplicateur, c'est celui des dépenses publiques. Donc dans ce cas-là, on va supposer que la variation des composants de la demande globale, ça ne concerne que les dépenses publiques. Cette variation des dépenses publiques va influencer, donc va exercer un effet multiplicateur sur la variation du revenu national. Donc on obtient finalement le multiplicateur des dépenses publiques qui est égal à la variation du revenu national sur la variation des dépenses publiques qui est égal à 1 sur 1 moins petit c. On voit clairement que c'est le même multiplicateur des investissements, 1 sur 1 moins petit c. Troisième multiplicateur, c'est le multiplicateur fiscal. Donc exactement la même façon, c'est de la même façon, d'accord? Donc on va supposer que toute la partie du monde global, il n'y a qu'une seule variation qui concerne les impôts, d'accord? Les autres composantes ne varient pas. Donc la variation des impôts, il va exercer un effet multiplicateur sur la variation du revenu, mais dans ce cas-là avec un cas particulier parce qu'il y a le signe moins. Il va y avoir donc un impact qui est inverse. Donc cela donne le résultat suivant. Le multiplicateur fiscal, c'est moins petit c sur 1 moins c. Le multiplicateur transfert, donc bien sûr, on va procéder de la même manière et on obtient le multiplicateur transfert qui est égal à la variation du revenu sur la variation des transferts, donc qui est égal à c sur 1 moins petit c. Donc remarque, le multiplicateur transfert est égal moins le multiplicateur fiscal, d'accord? Parce que c'est le contraire bien sûr. Le multiplicateur maintenant des exportations, d'accord? Donc la seule variation, ça concerne uniquement les exportations autonomes. Donc ça va exercer un effet multiplicateur sur la variation de revenu national. Donc le multiplicateur d'exploitation est égal à 1 sur 1 moins petit c. Et donc il est identique au multiplicateur des dépenses publiques et également au multiplicateur des investissements. Il y a également l'avant-dernier multiplicateur, c'est le multiplicateur des importations. Donc on le voit clairement, il est égal, d'accord, à moins 1 sur 1 moins le petit c. Ça veut dire que le multiplicateur des importations, il est égal à moins le multiplicateur des exportations. Puis il y a les liens entre les multiplicateurs, donc on le voit clairement que le multiplicateur d'investissement est identique au multiplicateur d'exportation, identique au multiplicateur des dépenses publiques. Le multiplicateur des importations est égal, donc au sens opposé, donc moins le multiplicateur des investissements. Le multiplicateur transfert est égal à petit c fois le multiplicateur des investissements et le multiplicateur fiscal bien sûr est égal à moins petit c multiplicateur des investissements. Donc le dernier multiplicateur, c'est celui qui a rapport avec la théorème de Habermas, ce qu'on appelle le multiplicateur du budget équilibré. Si on a un budget équilibré, c'est-à-dire lorsque la variation des dépenses publiques, d'accord, est financée ou correspond exactement à la variation des impôts, delta G est égal à delta T, c'est-à-dire que la hausse des dépenses publiques est compensée par une hausse simultanée et identique des impôts. Donc, on obtient ce qu'on appelle le multiplicateur de Habermas qui est égal à 1. Donc, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur du budget équilibré, KH, qui est égal à 1. Et on passe bien sûr au chapitre 4.